Donc, cette chapelle, si vous voulez, il y a très peu d'informations précises sur cette chapelle. Ce qui ressort des quelques informations qu'on a, c'est que cette chapelle a dû être créée au XIIe, au XIIe ou au XIIIe siècle, sur cette butte qui est devant Saint-Mitre. Vous savez que ça n'existait pas avant le XIIIe siècle, et c'était, la ville était sur le lieu de Saint-Blaise. Ça s'appelle Castelvera, c'est-à-dire que Saint-Blaise a été occupée depuis la préhistoire par des habitants, et une ville s'était créée qui s'appelait Castelvera. Castelvera a été attaqué à l'époque par les bandes du marquis de Turenne qui semaient la révolution dans toute la région, qui brûlaient tout, et cette ville a été rasée, et les habitants se sont ramenés sur Saint-Mitre, qui est un tout petit lieu où il y avait presque rien, et ils ont à ce moment-là, ils ont construit des remparts, et ils se sont mis à l'abri, si vous voulez, et c'est à partir de cette époque-là, après le 13e, que s'est créé Saint-Mitre. Donc on pense que cette chapelle, elle date de cette époque-là, mais on n'a aucune information précise sur les documents d'archives. Le premier document d'archives qu'on retrouve, il est en 1671, dans des documents qui viennent de l'archevêché d'Arles à l'époque, puisque l'archevêque faisait régulièrement des visites pastorales et il consignait là-dessus l'état des lieux de culte. Cette chapelle, on l'a découverte à ce moment-là, et elle ressemble beaucoup à la chapelle de Saint-Blaise, que vous connaissez peut-être. Elle a à peu près la même structure, avec le même cœur, l'abside derrière est à peu près la même que la Saint-Blaise, sauf qu'elle n'est pas orientée pareil, orientée est-ouest, comme l'église de Saint-Mitre, comme l'église de Saint-Blaise. Celle-là, elle n'est pas tout à fait est-ouest, elle est presque et on pense que c'est lié à la configuration de l'école. Et il y avait trois églises à Saint-Mitre. Il y avait l'église paroissiale, il y avait la chapelle Saint-Blaise, et il est mentionné donc à ce moment-là cette chapelle Saint-Michel qui était un lieu de culte dans lequel il y avait, c'est très détaillé, hein, il y avait, on donne l'état immobilier, etc. Enfin, donc c'est très précis, elle était vraiment en très bon état. Et en 1740 et en 1743, il y a d'autres documents de visite d'archevêché aussi, qui montrent que cette église était toujours en état. Par contre, à partir de 1774, on a noté qu'elle est pratiquement désaffectée et qu'elle commençait à se dégrader énormément. En 1791, lors de la Révolution, elle a été revendue à une personne qui était originaire de Salon, mais qui était en même temps le maire de Saint-Mitre. Donc elle a été vendue, on ne sait pas trop si on l'a vendue en tant que maire, enfin, au niveau de la commune ou en particulier. La chapelle a continué à se dégrader. Au début du siècle dernier, il y avait encore des photos qui montraient qu'elle était debout, mais progressivement, la chapelle s'est complètement détruite. Et si vous voulez, jusqu'à ça qui a commencé dans les années 1973, la chapelle était complètement détruite. C'est-à-dire qu'il n'existait plus de toiture, que les voûtes étaient tombées, il existait simplement les murailles. Le clocher était resté debout, mais la cloche a disparu, on ne sait pas, après la séparation de l'Église et de l'État en 1905, cette église a appartenu à la commune, et la commune n'y a rien fait. Elle a laissé se dégrader, jusqu'en 1973, où là, si vous voulez, un groupe de personnes qui sont encore des ancêtres de cette association Histoire et Patrimoine, il y avait un office qui s'appelait l'Office municipal de la culture et des arts, qui dépendait de la mairie, enfin, qui était lié à la mairie, mais où c'était que des bénévoles, qui géraient un petit peu toutes les activités socioculturelles de la commune. Et là-dedans, il y avait donc deux personnes, le Charles Rossen, je l'ai parlé tout à l'heure, qui était professeur et historien, et Hubert Gay, qui était aussi historien, qui ont pensé que ça valait peut-être le coup de restaurer cette commune. Et donc, ils ont ramené autour d'eux des bénévoles, ce ne sont que des bénévoles, qui ont décidé de mener à bien la restauration de cette chapelle. La rénovation s'est faite, donc ça a pris beaucoup de temps, parce que ça n'était que des bénévoles, qui avaient relativement peu de moyens, et il fallait, vous imaginez, pour venir ici, et il y avait des tas de problèmes. Le premier problème était de monter, parce que ce que vous avez vu là, qui était un escalier relativement agréable, il y a assez pentu, c'était ce qu'on appelait une calade, c'était dans le rocher, il fallait voir parce qu'il y a pas longtemps que ça a été fait ça. Au début 1975, on a eu l'autorisation, et les travaux ont commencé par un élément, bien sûr,
un élément de civilisation. En 1978, donc 3 ans après, bon, ils ont sauvé les murs, 3 ans après, ils ont pu poser la charpente. Ensuite, en 1979, ils ont posé la peinture. Et dans les années suivantes, en 80-87, ils ont refait les façades. Et en 88, ils ont fait le carrelage. Dans les années 92 et 96, ils ont eu la chance plutôt de rencontrer un maître verrier qui s'appelait M. Verrier, et avec un dessinateur qui était M. Martin, qui a dessiné ces vitraux. Et les vitraux ont été créés par ce maître verrier, et ça a été financé par la société des... En 2004, l'association qui avait terminé son travail s'est mise en sommeil, et depuis, c'est la municipalité qui a la gestion de cette chapelle. Dans les années 2008-2013, si vous voulez, ils ont quand même fait appel à des chantiers d'insertion qui ont fait la montée d'escalier. Et nous, donc, depuis 1993, chaque année, on fait dans cette chapelle, au mois de juin, le 24 juin, on fête la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean, on en a parlé avec certains d'entre vous. Ça consiste à, on vient ici, vers les 7 heures, on fait un petit concert, si vous voulez, dans notre association, concert sans prestation. Après, on prend la l'apéritif, ce qui est normal. On descend après dans le pré où les gens s'installent pour faire leur pique-nique. Et quand le pique-nique est fini et que le soleil est tombé et la nuit commence à arriver, on faisait jusqu'à il y a 3 ans un feu. On ne peut plus faire maintenant parce que ça nous a été interdit. C'est vrai que c'est. On avait quand même les pompiers qui venaient. Qui servaient à quelque chose. C'était sympathique, mais c'est un des derniers feux de la Saint-Jean. Alors, on allait chercher le feu du canigou. C'est-à-dire qu'avec une personne, la veille, allait à Saint-Martin du Canigou avec une bougie, une lanterne. On a mené le feu du Canigou et on faisait le feu à partir du feu du Canigou. L'étang du Pourrac, dans l'historique, on trouve sa trace en 1504. C'était un bien royal qui a été vendu à une famille qui s'appelait la famille Cadenet de Charleval. En 1566, ça a été. C'est devenu un fief noble, toujours la famille de Charlemagne, mais on lui a imposé de dessécher l'étang. Parce que cet étang, vous verrez qu'il a posé quand même pas mal de moyens. Alors, c'était très difficile de dessécher cet étang, parce que cet étang, il fait partie d'un complexe de la région, si vous voulez. L'étang Pourrac, son altitude, c'est 6 mètres en dessous du niveau de la mer. De l'autre côté de la colline, vous avez l'Andronnier qui est à 8 mètres en dessous du niveau de la mer, et vous avez la Valduc qui est à 11 mètres en dessous du niveau de la mer. Quand vous prenez la route qui va de Saint-Mitre à Saint-Blaise, vous passez à 2,2 mètres en dessous du niveau de la mer. D'accord. C'est un creux. Donc, si vous voulez, c'était compliqué d'assécher cet étang, d'autant que tout le tour, vous l'avez vu, il n'y a que des collines. Donc, si vous voulez, Cadenet de Charleval, lui, il a creusé une galerie de 712 mètres de long, donc qui passe sous Castillon. D'accord. Et cette galerie, pardon, pour la sécher, parce que vous verrez qu'il y avait deux raisons. La première, c'était une raison d'agriculture, parce qu'ils voulaient cultiver le maximum de terre vers le bas. Et la deuxième, qui s'est révélée plutôt après, c'était une question sanitaire, qui s'est révélée dans les années 1800, qui a entraîné la guerre, on pourrait dire. Donc il a creusé cette galerie de 712 mètres qui a été achevée en 1779. Entre-temps, en faisant des travaux, ils ont trouvé, les Romains avaient fait une galerie déjà, mais cette galerie était complètement détruite, on l'a retrouvée. Mais les Romains avaient déjà eu cette idée de vider cet étang parce qu'il ne peut pas se vider autrement. Quoi. Alors donc, et en 1807-1809, c'est là que ça a commencé à dérailler. Si vous voulez, il y a eu l'industrialisation, c'était sous Napoléon, cette période d'industrialisation forte de la France, si vous voulez, et notamment de l'implantation d'usines chimiques. C'est-à-dire que l'implantation des usines qui posent parfois débat sur la Verafos, etc., elle a commencé au début du 19e.
Et on a installé sur le plan d'Arène, le plan d'Arène, c'est la bande qui sépare l'étang de Langrenier de l'étang de la Valduc. Vous voyez, c'est Oui, le ban. donc il y a une bande là, entre les Là où deux, on et passe, là-dessus, ça s'appelle le plan d'Arène. Et là-dessus, sur le plan d'Arène, on a installé une usine qui fabriquait de la soude. Ah oui, c'est Alors, vrai. pour fabriquer de la soude, il fallait du chlorure de sodium. Ça, c'était pas trop le problème parce qu'il y en avait dans les étangs. Il fallait aussi de l'acide sulfurique. En même temps, on produisait de l'acide sulfurique avec le bac, des chambres au plomb énormes. Donc, il y avait toute une série d'usines. C'est-à-dire avec l'usine du Plan d'Arène et il y avait l'usine de Rasselin, qui est devenue après une usine d'engrais. À l'époque, ils faisaient aussi de la soude. Parce qu'il y avait une forte demande de soude pour faire le savon, et notamment sur la Oui, à Marseille. Donc ces usines-là, si vous voulez, outre le fait quand même qu'elles polluaient, parce que c'était des produits quand même très toxiques, les desséchés de Pourra, qui avaient creusé cette galerie, le Pourra, c'est que de l'eau douce, puisque c'est uniquement de l'eau de pluie. C'est une cuvette de... alors au fond du Pourra, il y a une couche d'eau de sel, parce qu'à l'époque, il y avait du sel, mais c'est plus un étang salé. Donc il balançait cette eau douce dans l'étang de la Grenier derrière. Et donc, à l'époque, l'usine Solvay, ils n'étaient pas très contents parce que, premièrement, ça faisait une montée des eaux régulièrement qui mettait en péril leurs installations industrielles et ça dessalait en même temps l'étang, alors que le chlorure de sodium, c'était leur base de travail. À partir de là, il a commencé à y avoir des gros problèmes. Et les gros problèmes, si vous voulez, proviennent du fait que dans les années 1830 à peu près, il y a eu des graves épidémies de paludisme à Saint-Mittre. Et par exemple, il y a des chiffres là qui sont donnés. Sur une dizaine d'années, on a eu sur la commune de Saint-Mittre, les registres disent sur 10 ans, il y a eu 400 naissances, il y a eu 600 décès. Ah oui, quand même. Donc il y a eu des années où sur 1200 habitants qui étaient à Saint-Mittre, il y en avait 600, 800 qui étaient malades. Donc ils n'auraient pas tous, mais tous étaient atteints, comme dit l'autre. Et en fait, ils ne pouvaient pas travailler. Donc si vous voulez, ça a créé des problèmes économiques énormes à Saint-Mittre. Et donc pendant toutes ces années, jusqu'en 1845, il y a eu une alternance d'ouverture de la galerie, ils appelaient ça la mine. C'était une mine à travers la colline. Donc il y avait des vannes au bout, et régulièrement ces vannes étaient fermées par l'industriel, et régulièrement les gens de Saint-Mittre descendaient et cassaient les vannes pour que l'eau s'écoule là-dedans. Donc là il y a beaucoup d'écrits là-dessus que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. Alors en 1845, si vous voulez, il y a une décision qui a été prise de trouver une solution pérenne, c'est-à-dire qu'à la sortie de la galerie du côté de l'étang de la Grenier, on a fait un canal qui récupérait cette eau douce, qui était ensuite remontée, parce que comme on était trop bas, dans le canal d'Arles, on remettait cette eau douce avec une pompe à feu. Je sais pas si vous avez de l'eau, oui, des pompes à feu. Il y a encore une pompe à feu. C'est pas celle-là. Non, non. Il y en a une, il y a une cheminée que vous voyez. À la Valduc, ça. Celle qui est Il y a tendue. une pompe à feu qui servait. Bon, la pompe à feu, c'est une machine à vapeur. Oui. Vous voyez, il y avait une machine à vapeur et ça pompait, ça aspirait. Et celle-là, elle était faite pour prendre les eaux de la Valduc et les amener vers Rassuel par un canal qui longeait toute la petite route qui passait là-bas et qui va jusqu'à l'étang de Rassuel. Voilà, donc si vous voulez, cette solution a été trouvée et du coup, l'étang pouvait être vidé. Mais encore fallait-il qu'il y ait une règle pour vider l'étang. Donc là, il a continué à avoir des bagarres et finalement, cet étang, à un moment, il appartenait à la compagnie des usines chimiques du Midi, et puis donc ça a été vendu aux Salines du Midi. Et donc, pendant que c'était les Salines du Midi l'avaient donné en location à une société de chasse. Et cette société de chasse, si vous voulez, avait la charge de réguler l'étang. Donc, les lois de régulation de l'étang, c'était il ne faut pas que ça monte trop, pour pas que ça mette en cause les cultures qui sont autour. Donc il y avait un certain niveau en haut qu'il ne fallait pas atteindre, et là on vidait, mais il ne fallait pas vider trop parce qu'il fallait qu'il reste de l'eau dans l'étang, notamment parce qu'à un moment ils avaient mis des poissons, maintenant il n'y en a plus forcément, mais ils avaient mis des poissons, et puis que c'est aussi un lieu de passage des oiseaux migrateurs. Et donc quand il est comme 25, les oiseaux migrateurs ne peuvent pas se poser.
Alors, la clause aussi prévoyait que tous les 5 ans, il fallait faire un dessèchement total pour apurer la situation. Et maintenant, c'est le conservateur du littoral qui gère l'assèchement ou le dessèchement de l'État. Et ce qui explique qu'on voit ces variations, si vous voulez, qui sont pas toujours très, très claires. Quand il n'y a pas d'eau du tout, c'est qu'on a vraiment décidé de l'assèchement. Mais sinon, on a envoyé à ce point, mais par contre, l'eau, on ne peut pas l'amener. Donc, des années comme celle-ci, qui est sec, il y a C'est voulu. Oui, c'est voulu. Non, je savais pas. Et voilà, et donc, après 1945, les fièvres se sont arrêtées et Saint-Mitre a été sauvé. Et Saint-Mitre a payé un tribut à cet État, notamment par les morts et puis surtout les malades. Parce qu'il y a eu des époques où il n'y avait plus de blé, parce que c'était des morts qui cultivaient surtout du blé, et il y avait des oliviers, du blé, peu de vignes. Et donc, il y a eu une misère à Saint-Mitre remarquable. Et là, on cause de cette fièvre. Merci.